Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission? Aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Décembre 2020, ça fait maintenant 2 ans tout juste, que je me suis avouée à moi-même ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire être à mon compte, créer mon propre univers, ma propre entreprise, ma propre équipe, définir vraiment un environnement de travail qui me convient et surtout travailler à mon rythme. 2 ans que j'ai décidé d'arrêter de tergiverser, d'avoir les fesses entre deux chaises. 2 ans que j'ai décidé d'arrêter d'hésiter entre poursuivre une carrière classique, on va dire, en entreprise et vraiment définir mon propre cheminement à travers ma propre entreprise. Et j'aime bien parler d'éclosion plutôt que de reconversion parce qu'en réalité, pour moi, c'est plus un cheminement qu'un véritable changement, retournement de veste. Et très souvent, quand tu décides de te lancer à 100% de façon individuelle, de façon indépendante, très souvent, c'est quelque chose qui est là en toi depuis longtemps, mais que tu n'oses pas t'avouer, déclarer, un chemin vers lequel tu n'oses pas aller. Et c'est pour ça que j'aime parler d'éclosion plutôt que de reconversion, parce que reconversion, il y a cette notion de changer, de se retourner, et le plus souvent, c'est simplement une continuité, une envie de faire sortir ce qu'il y a en toi. Donc j'aime bien ce terme d'éclosion, je trouve tout mignon. Et moi, mon éclosion, elle a eu lieu, voilà, il y a 2 ans. Ça prend du temps. C'est vraiment comme une fleur, hein, quand elle s'ouvre, elle a ses saisons. Ça prend du temps. Ça a pris du temps entre le moment où je me suis dit, voilà ce que je veux vraiment faire, et le moment où ça a pu se concrétiser. Alors ça a pris, avec le recul, c'est allé vite quand même, parce que ça a pris 6 mois pour vraiment que je mette en place mon entreprise et que je commence, que je quitte... que je démissionne, enfin j'ai fait une rupture conventionnelle, mais le temps que je fasse tout ça, l'aspect administratif, et que je me lance dans mon entreprise, ça a vraiment pris 6 mois. Quand tu les vis, ces mois-là, ça paraît très long. Mais au final, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je fais un travail que j'aime tous les jours. Un travail où j'ai envie de me réveiller le matin. Je suis motivée le matin quand je me réveille. Je me dis génial, je vais encore faire des choses super cool. Je suis aussi entourée par des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui me comprennent, des personnes qui me conviennent. Et puis mon environnement de travail aussi, il est beau, il est agréable, j'ai un labo comme je souhaitais, j'ai mon bureau chez moi comme je souhaitais. Et surtout, ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est pouvoir faire les choses à mon rythme. Quand je regarde 2 ans en arrière et que je réfléchis à mes journées, c'était un peu de la folie. Je ne sais pas comment j'ai tenu aussi longtemps, en réalité. Parce que mes journées, c'était quoi? J'étais cadre en ressources humaines, donc j'avais pas mal de responsabilités. Mon dernier poste, j'avais pas d'équipe. J'étais en mode expert et non pas en mode manager. Mais du coup, j'intervenais auprès de plusieurs équipes, auprès de plusieurs managers, sur plusieurs sites dans la région. Et en fait, ma vie, c'était quoi? Le matin, je me levais hyper tôt pour emmener mes enfants à la garderie du matin parce qu'il fallait que je puisse prendre la route suffisamment tôt pour pas me taper les bouchons et pour arriver au bureau plus tard à 8h30 pour pas me prendre de réflexion. Et pourtant, j'étais cadre, j'étais au forfait jour, donc j'avais pas d'horaire. J'avais pas, voilà, il n'y a pas de cette notion d'horaire, c'est une notion de travail accompli. Mais malgré ça, voilà, il y a une pression dans le monde de l'entreprise qui fait que on regarde plus le présentéisme que réellement ton efficacité ou ton implication. Et finalement, quand je me pressais comme ça le matin, je bousculais mes enfants, je bousculais tout le monde, c'était pas un rythme qui me convenait. Et finalement, il se passait quoi quand j'arrivais au bureau? Eh ben, je passais 1 heure à dire bonjour, à prendre le café alors que j'en bois pas, à prendre des croissants alors que je n'ai pas envie, dire non à chaque fois qu'on passe parce que je dis c'est bon, j'ai déjà pris le café, finalement quelqu'un repasse, tu viens prendre le café, tu viens prendre le café, finalement tu redis oui parce que t'en as marre qu'on vienne te déranger sans arrêt, et tu passes comme ça 1h30 à ne pas travailler, mais t'es présente et tes chefs sont contents. Donc ça, c'était quelque chose qui me convenait plus, tant et si bien, je pense que j'ai tenu un bon moment comme ça, mais au bout d'un moment, voilà, j'étais à la limite du burn-out, à la limite de la dépression, et là, j'ai dit stop. Stop parce que c'était pas la vie que j'avais envie d'avoir, c'est pas non plus l'exemple que je voulais laisser à mes 2 filles, à mon fils. Je voulais vraiment autre chose, en réalité. Et quand je regardais autour de moi dans l'entreprise,
les femmes qui réussissaient, j'étais dans une entreprise industrielle, donc très orientée ingénieur et très orientée, très masculine, très patriarcale, en fait, tout simplement. Et quand je regardais les femmes qui réussissaient à monter, à avoir des postes importants, de directrices, de chefs, etc., en réalité, ça me faisait pas rêver. J'avais pas envie d'être comme elles. Ça m'inspirait pas parce que elles étaient très masculinisées, tant dans leur façon de faire que dans l'apparence, que dans ce qu'elles disaient aussi. Et c'était pas forcément vrai, tu vois, parce que tu peux avoir cette énergie masculine très dominante, mais c'est toi et puis c'est tout. Sauf que là, c'était fake. En réalité, c'était plus pour rentrer dans le moule. Et moi, je voulais pas rentrer dans ce moule. C'était hors de question que je rentre dans un moule comme celui-là. Et je voyais ces femmes qui avaient le temps de rien, pas le temps pour leur famille, qui étaient vraiment investies à 200% dans l'entreprise. Si tu veux, si c'est un choix, je suis OK avec ça. Mais là, c'était pas forcément le cas. Et quand je regarde comment j'étais il y a 2 ans, j'avais une femme de ménage, j'avais une nounou. Voilà, il y avait plein de monde qui gravitait autour de ma vie. Et je me dis, mais attends, pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi j'ai besoin d'une femme de ménage? Pourquoi j'ai besoin d'une nounou? Parce que j'ai pas le temps de faire mon ménage? Parce que j'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants? Est-ce que c'est un choix? Non, c'est parce que je suis tellement prise à mon travail, un travail qui ne me plaît pas tant que ça finalement, que j'ai pas le temps de m'occuper de ma maison, de ma famille comme je voudrais. Et finalement, je mets en place tout un tas de trucs autour de ça pour me permettre de faire ce travail salarié qui me plaît pas. Alors à un moment, je me suis dit, attends, mais pourquoi j'arrange toute ma vie autour d'un travail qui finalement me convient pas? Pourquoi je me rajoute des contraintes autour de tout ça alors que finalement ça me convient pas? Est-ce que c'est pour un meilleur poste? Est-ce que c'est pour une promotion? Des félicitations d'une hiérarchie qui partage pas mes valeurs? Quel crédit j'apporte à tout ça? Et la question aussi que je me suis posée, c'est mais elle est où la place de la féminité dans tout ça? Parce que si pour gravir les échelons, il faut se masculiniser dans sa façon de faire, dans sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de prioriser, quel intérêt? Moi, ça me donne pas envie. J'ai pas envie de ne plus être moi-même. Et c'était une des discussions qui m'a vraiment poussée à dire c'est bon, je m'en vais. Ça me dit en gros, faut que tu rentres dans le moule, sinon tu progresseras pas. Je dis mais moi, j'ai pas envie d'entrer dans le moule, j'ai pas envie d'être comme tout le monde, j'ai envie d'être moi-même. Et j'ai envie de pouvoir dire à un moment, je suis fatiguée, donc là, je vais pas pouvoir le faire. J'assume le fait que si on m'appelle parce qu'il y a un problème avec mon enfant, je vais tout laisser pour y aller parce que ma priorité, c'est pas le travail, c'est ma famille. Et j'ai aucun scrupule à le dire, mais c'est mal vu. Parce que la priorité, ça devait être le travail, l'entreprise. Et moi, c'est pas ma vision des choses. C'est pas ma vision des choses. Et quand je repense à où j'en étais il y a 2 ans, où j'en suis aujourd'hui, je me dis waouh, j'ai vraiment beaucoup de résilience pour avoir tenu si longtemps dans un domaine dans un environnement en fait qui me correspond pas. Parce que l'activité, le métier en lui-même, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais par contre l'environnement et la façon de manager et la façon de procéder, ça ne me correspondait pas, ça me correspondait plus. Et puis, il y avait autre chose aussi qui m'avait vraiment marqué. C'est qu'on m'a dit un jour, j'allais prendre un poste de manager, on m'a dit, mais t'es vraiment douce, gentille, tu parles tout doucement, tu vas te faire marcher sur les pieds en tant que manager, il faut que tu sois plus dur, il faut que tu sois rentre dedans, il faut que tu sois méchante limite avec les gens, faut pas que tu les lâches et tout. Mais ça, c'est pas moi non plus. Et ça me ressemble pas et j'ai pas envie d'être comme ça non plus. La certitude que j'ai, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Il n'y a pas besoin d'être méchant ou d'être dur pour avoir le respect des personnes. Ça, j'en suis convaincue, j'en suis persuadée et je l'ai aussi observé. Et surtout, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour réussir professionnellement, réussir comme on l'entend, avoir une vie professionnelle épanouissante. J'ai pas envie de mettre un masque et finalement m'empêcher d'être moi-même. Et quand j'ai pris ce poste de manager, j'ai fait les choses à ma façon, c'est-à-dire avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur et beaucoup d'autonomisation, parce que j'aime que les personnes soient autonomes. Alors ça correspond pas à tout le monde, il faut pouvoir adapter ce type d'accompagnement. J'avais la chance d'avoir une équipe de techniciens qui était plutôt avancée, techniciens de paye, qui était plutôt avancée, qui était plutôt autonome. Donc mon type de management allait très bien avec le type d'équipe. Et finalement, ça m'a pas du tout empêché d'avoir le respect de mes équipes, bien au contraire. Par contre, pas le respect de la hiérarchie, parce que j'allais à contre-courant de tout ça. Alors, le gros bilan que j'en fais, c'est que je trouve ça très triste. Très triste que dans le monde corporel, dans le monde de l'entreprise, il y a finalement qu'une seule façon de faire qui est acceptée ou acceptable. C'est en gros un modèle très patriarcal, très masculin, par la force, par la contrainte. Et on oublie la douceur, on oublie la féminité, on oublie d'être soi. Et je pense
pourtant qu'il y a un équilibre, juste un équilibre à trouver. Il ne s'agit pas d'être 200% doux, gentil, hyper compréhensif tout le temps, mais il ne s'agit pas non plus d'être tout le temps à fond dans la compétition, dans la force ou dans la contrainte. Il y a une façon de travailler, de progresser, de gagner sa vie autrement que dans la force, le combat, la compétition, la souffrance. Et quand à un moment, on ressent cette envie voilà, d'être équilibré, d'avoir une vie perso qui puisse s'adapter à son rythme, à ses besoins en tant que femme, on arrive à cette conclusion. En tout cas, moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux relations au travail. J'étais très frustrée de voir toujours que les personnes qui étaient dures, qui allaient fort, qui étaient en mode compétition, c'est elles qui étaient récompensées, comme s'il n'y avait que cette façon de faire. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Relations au travail, les équilibres dans la force des relations. Et notamment, je suis arrivée à des recherches sur les énergie féminine, énergie masculine, ce qui prédomine, etc., etc. Et effectivement, ce qui en ressort, c'est qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Et on ne peut pas dire que l'énergie masculine est meilleure que l'énergie féminine, même si le monde dans lequel on est tend à dire que l'énergie masculine, c'est ce qu'il y a de mieux. Le tout, c'est d'être dans l'équilibre et d'avoir une énergie qui nous correspond. C'est un peu comme quand tu veux brancher un appareil tu veux brancher sur le réseau. T'as un fer à friser les cheveux, par exemple, tu veux le brancher, tu vas le brancher sur un voltage qui correspond à l'énergie nécessaire pour qu'il fonctionne. Si tu vas dans un autre pays, eh ben, tu auras un autre voltage et ça va pas fonctionner. Il faudra que tu mettes un adaptateur. Et en fait, c'est le même principe. On a besoin d'être raccroché à des choses qui nous permettent d'agir avec notre énergie à nous et non pas avec l'énergie de quelqu'un d'autre. Et hommes et femmes, c'est juste physiologique. On n'est pas fait pareil. On n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas le même corps. Donc, on n'a pas les mêmes énergies, pas les mêmes besoins, pas la même façon non plus d'aborder les choses et la vie, etc. Et en creusant ce sujet de l'énergie féminine, c'est là que je me suis rendu compte de toute la force en fait qui sommeille en moi et dont j'avais pas conscience, notamment tout ce qui est lié au cycle féminin et la façon dont on peut adapter son organisation à son cycle féminin. Des choses que je sais, on va dire intuitivement, des choses que tu sais toi aussi intuitivement, mais prendre conscience de tout ça et l'intégrer dans son organisation, c'est encore une étape, c'est une étape de plus. Prendre en compte mes besoins, mon rythme dans mon quotidien, dans ma planification, plutôt que de subir les choses, tu vois. Plutôt que de dire, ah non, j'ai mes règles, c'est pas possible et tout. Il y a du positif. Il faut juste en avoir conscience et s'organiser en fonction. Arrêtez aussi d'éviter d'en parler. Souvent, toutes ces questions de cycle féminin, de règles, de protection périodique, tout ça, ça reste tabou. On évite d'en parler. C'est un peu caché, c'est un peu un secret de femme. Et je trouve ça vraiment dommage. J'ai eu 3 enfants. À chaque grossesse, j'ai appris des choses. Je découvrais des nouvelles choses. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la première. Une fois bien enceinte, tu vois, une fois bien à 5 mois où j'ai plus trop de choix et que j'ai pas trop le choix que d'y aller et qu'à un moment l'enfant il va sortir, c'est là que j'ai découvert un tas de choses sur la grossesse, la féminité, ton corps, le développement du corps, le corps après la grossesse, la maternité, le nouveau corps de maman. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont sues et connues par d'autres femmes, mais pas partagées, pas suffisamment vulgarisées. Je me dis, mais pourquoi tous ces secrets autour de ça? Pourquoi c'est la vie? Pourquoi c'est tabou? Tu vois, c'est un peu comme avec les enfants, il y a un truc qui me marque. Quand ils sont bébés, petits, est-ce que t'es bien allé aux toilettes, t'as bien fait pipi, t'as bien fait caca, le médecin qui demande comment vont ses selles, quelle couleur, etc. Tout ça, c'est normal, on en parle sans problème, c'est pour la santé, c'est normal. Et puis d'un coup, il y a un break qui se fait, à un moment, je sais pas pourquoi, à l'école, quand l'enfant parle de pipi, caca, on dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mal élevé cet enfant ?» Mais pourquoi? Pourquoi? C'est naturel. Quelqu'un qui ne va pas à la selle, il tombe malade, il fait une occlusion intestinale et il en meurt. Donc pourquoi est-ce qu'on ne veut pas parler de choses naturelles, des choses qui font partie de la vie? Et je me rends compte là avec mes enfants que ce changement-là se fait hyper tôt, tout petit, dès 2 ans, 3 ans, dès qu'ils commencent à être scolarisés, on les met dans des moules et on leur dit ça on n'en parle pas, ça c'est pas bien, ça c'est méchant, ça c'est mal poli, etc. Alors que non, c'est juste des choses naturelles de la vie. Et donc depuis tout petit, on est formaté pour arrêter de parler des choses qui font partie de la vie. Et ensuite, quand on fait ses études supérieures, on parle pas du tout de ça. Même si tu fais des formations en entrepreneuriat ou des formations pour être dirigeant,
On te parle de comment intégrer l'entreprise, comment régler les trucs administratifs, comment faire ci, comment faire ça. À aucun moment, on te parle de toi. Quand on te parle de développement personnel, c'est plus apprendre à parler en public, apprendre à écrire, etc. Mais le vrai développement de qui tu es, apprendre à te connaître, apprendre se baser sur tes forces, sur ton rythme, sur ton énergie, tout ça, ce sont des choses dont on ne parle pas dans le schéma classique de l'école et de la formation. C'est dommage parce qu'on peut vraiment tirer profit de tout ça. Si on se comprend vraiment, si on se connaît vraiment, on a une force supplémentaire. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec une jeune femme qui souhaite se reconvertir, passer d'un poste de cadre à de l'artisanat en chocolaterie. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu me conseillerais de faire, de quoi j'ai besoin pour démarrer? Je lui dis, mais la première chose dont tu as besoin, c'est d'être accompagné au niveau de l'état d'esprit, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne au niveau de l'état d'esprit. Parce que trouver des personnes qui vont t'accompagner sur les outils, comment créer une entreprise, comment faire un business plan, comment trouver des clients, comment faire du marketing, des formations techniques comme ça, tu en trouveras de partout. Mais des accompagnements qui sont vraiment orientés sur ton état d'esprit et qui te permettent de grandir en même temps que ton entreprise, d'être capable de décider, de te prendre en main, de te faire confiance, de rebondir après des échecs, toutes ces choses-là, c'est vraiment ça qui va être essentiel, qui va te permettre de tenir dans la durée. Et en faisant tout ce travail-là de recherche sur les énergies, recherche sur le développement personnel en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que naturellement, en fait, notre comportement s'adapte à nos besoins physiologiques du moment, sans qu'on ait à y penser. Par exemple, il y a une période, la période du syndrome prémenstruel, qu'on redoute parfois, dont on parle souvent, en disant « Oh là là, faut pas m'embêter, je suis pas d'humeur à ce moment-là. » Voilà. C'est un moment où tu sens des changements dans ton corps. Ton corps se prépare en fait à la période suivante, qui est la période où tu auras tes règles et tu seras en mode repos. Et très souvent, c'est une période où on est sur les nerfs. Mais en fait, on n'est pas sur les nerfs parce qu'on va avoir nos règles. On est sur les nerfs parce qu'à ce moment-là, on a un besoin de clarté, on a un besoin d'aller droit au but, on a un besoin de ne pas aller dans les détails, de vraiment être sur un point précis. On est en mode décision, en mode vision. Et très souvent, autour de nous, on n'a pas cette possibilité. L'environnement ne nous permet pas, en fait, d'être pleinement dans ce mode vision, décision, parce qu'on a des interactions et des personnes qui viennent nous parler, des personnes, voilà, et qui sont pas forcément dans ce même état d'esprit. Et c'est une période où on a besoin de beaucoup de solitude et on n'a pas forcément cette solitude. Donc, ce qui fait qu'on est irritable, c'est pas parce que je vais avoir mes règles que je suis irritable et je suis de mauvaise humeur. Non, c'est parce que l'environnement ne correspond pas à ton énergie du moment. Et ce décalage entre ton énergie et l'environnement, c'est ça qui souvent fait qu'on est frustré, qu'on n'est pas bien, qu'on est énervé, etc. La première chose dont je me suis rendu compte, c'est que si tout simplement je prends conscience de mon énergie, je partage autour de moi en disant voilà de quoi j'ai besoin, donc si tu me parles de ça, ça va pas le faire, ça facilite énormément les choses. Et la deuxième chose, c'est que je suis beaucoup plus efficace en m'organisant à partir de mon rythme naturel, à partir de mes forces du moment, plutôt qu'à partir de sollicitations externes. C'est pas l'externe qui va décider de ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et si l'externe doit décider, c'est parce qu'il y a une urgence, quelque chose que j'aurais pas pu prévoir, un accident, etc. Maintenant, tout le reste en termes de gestion d'entreprise, on peut prévoir généralement. Et si justement tu fais en sorte de faire les choses au moment où c'est le plus adapté pour toi en fonction de ton énergie, tu vas éviter de procrastiner, tu vas éviter de remettre au lendemain. Et depuis que j'ai intégré ce mode de fonctionnement basé sur mon cycle, mon rythme naturel, j'ai vraiment une meilleure gestion de mon temps, un meilleur respect de mes besoins. J'ai vraiment trouvé un équilibre que j'avais perdu depuis longtemps. Et pourtant, j'en suis pas moins efficace, bien au contraire, je suis beaucoup plus efficace qu'auparavant quand j'étais rythmée par les sollicitations externes, les réunions, les ceci, le cela, et où en fait j'étais en mode pilotage automatique, en mode superwoman, et je m'oubliais totalement dans le process. Apprendre à dire non sans culpabiliser, c'est quelque chose aussi qui vient quand tu mets en place ton organisation basée sur ton cycle et que tu apprends à gérer tes énergies, tu apprends aussi à dire non avec classe, on va dire, sans culpabiliser et sans non plus heurter les autres. Surtout si tu es habitué à dire oui à beaucoup de choses et que les gens ils attendent même pas ta réponse, limite, ils demandent quelque chose, ils disent c'est bon, on va le faire, et que tu dis non,
il y a une façon de dire non pour que les personnes puissent comprendre et surtout que tes besoins soient respectés. Une plus grande confiance en moi aussi, j'ai dénoté dans mes prises de décision, puisque plus au fait de qui je suis et de quels sont mes besoins. Et une force d'action également que j'ignorais finalement, une force encore plus grande qui était là et que j'ignorais complètement. Et vraiment, pour rien au monde, je retournerai en arrière parce que ce mode d'organisation me permet vraiment d'avancer avec sérénité, avec confiance, et puis d'insuffler aussi la confiance dans mes équipes et auprès de mes clients. Et ce que je trouve très dommage, c'est qu'on ne nous l'apprenne pas plus tôt. On ne l'apprend pas du tout en fait. On n'apprend pas du tout à apprivoiser notre cycle. Et c'est normal. Quand je pense à ma mère, elle a elle-même pas appris. Donc c'est compliqué ensuite d'apprendre quelque chose que toi tu n'as jamais appris. L'époque était une autre époque. Aujourd'hui, on est un peu plus au fait de tout ça, on fait plus attention, on va transmettre des choses à nos enfants. Et ils trouveront sans doute aussi que ce sera pas assez. Et quand viendra le temps, ils transmettront encore plus à leurs enfants. Et ce cycle de l'apprentissage, c'est dès maintenant qu'on peut casser les anciens fonctionnements et permettre que les générations futures soient davantage en accord avec elles-mêmes, avec leur énergie, et notamment pour les filles, leur cycle féminin, qu'elles comprennent pourquoi elles ont des sautes d'humeur, qu'elles comprennent les forces de chaque période, qu'elles prennent le temps de se reposer quand elles en ont besoin, qu'elles soient à l'écoute d'elles-mêmes, tout simplement. Et en tant qu'entrepreneur, être à l'écoute de toi-même, c'est vraiment, vraiment primordial. Parce que tu es la première ressource de ton entreprise. Tu es la ressource la plus importante et aussi la plus fragile. Donc, tu as besoin de prendre soin de toi. C'est vraiment important que tu prennes soin de toi. Et pour ça, pour prendre soin de toi, il faut déjà que tu te connaisses. Tu es, si je puis dire, entre grands guillemets, tu es un outil pour ton entreprise. Et quand tu as des nouveaux outils, qu'est-ce que tu fais ? Tu apprends à connaître l'outil, à savoir comment l'utiliser au mieux, à savoir ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de l'abîmer, et puis comment le maintenir pour qu'il te dure le plus longtemps possible. Donc fais la même chose avec toi, commence par ça avant tout, à apprendre vraiment à bien te connaître, savoir comment tu fonctionnes, pouvoir prendre soin de toi, pouvoir te mettre en mode maintenance si tu en as besoin, c'est-à-dire prendre le temps de débrancher, de te reposer, de te ressourcer, d'utiliser tes compétences et tes forces au mieux et tout simplement de prendre soin de toi. Voilà, j'espère que ce petit récap sur les 2 ans de réflexion et la façon dont j'ai cheminé de mon rôle de salarié à aujourd'hui mon rôle d'entrepreneur a pu t'inspirer. Si toi aussi tu ressens ces divergences dans ton énergie et dans l'environnement qui t'entoure et le besoin que tu as d'être plus à ton rythme, envoie-moi un message et puis j'en discuterai avec toi avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une jolie journée. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise ? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr/podcast.